Chères étudiantes, chers étudiants, me voilà de retour pour la dernière partie de notre cours consacré aux relations internationales de 1815 à 1870. Et je vais maintenant vous parler dans la troisième et dernière partie de la fin de l'Europe du Congrès de Vienne, c'est-à-dire la période qui va de 1852 à 1870. Et je vous remontre une dernière fois ce plan que vous pouvez prendre en photographie pour cette troisième et dernière partie. Vous voyez donc la fin de l'Europe du Congrès de Vienne, 1852-1870, que je vais vous présenter donc en trois sous-parties. Et la première d'entre elles, pour vous évoquer les nouvelles données diplomatiques, les nouvelles donnes diplomatiques, principalement en fait dues au changement de gouvernement qui a lieu en France, puisque nous avions laissé dans la deuxième partie Louis-Napoléon Bonaparte, le président de la République, faire un coup d'État le 2 décembre 1851, et pile un an plus tard, le 2 décembre 1852, il rétablit l'Empire tel qu'il avait pu exister sous son oncle Napoléon Ier, et il devient Napoléon III, empereur des Français, 48 ans jour pour jour après le sacre impérial de son oncle. Alors, même si le prince a cherché à se montrer rassurant dans les mois qui ont précédé ce rétablissement de l'Empire, déclarant à Bordeaux dans un grand discours « L'Empire c'est la paix », il s'agissait pour lui ici de rassurer les principaux pays européens, eh bien, l'Europe peut légitimement s'inquiéter pour son repos. En effet, Napoléon III voue un véritable culte à son oncle et manifeste, qui plus est, une réelle sympathie pour la cause des peuples opprimés, pour la cause des nationalités. Il est l'un des défenseurs de ce que l'on appelle le principe des nationalités, à chaque nation un État, principe qu'il a théorisé dans ses écrits de jeunesse et dans un certain nombre d'articles de journaux qu'il a publiés lorsqu'il était enfermé au fort de Ham dans les années 1840. Ce sentiment du nouveau souverain s'accompagne bien évidemment chez lui de la volonté de rétablir la France dans son prestige perdu, estime-t-il, depuis le Congrès de Vienne de 1815. Et de fait, alors qu'il avait promis que l'Empire serait la paix, dès 1854, il va, et les prodromes étaient dès l'année précédente, lancer la France dans une première guerre que l'on appelle à l'époque la guerre d'Orient, mais que nous retenons sous le nom de guerre de Crimée, car la plupart des opérations vont se circonscrire dans cette péninsule du sud de l'Empire russe. C'est une guerre qui opposera donc la Russie d'un côté à l'Empire ottoman, la France, l'Angleterre et le Piémont de l'autre. Et cette guerre va redonner à la France la prépondérance en Europe qu'elle avait perdue depuis 1815. Alors quelques mots sur ce conflit, mais je n'insisterai pas sur les opérations militaires, bien davantage sur sa modernité et sur ses conséquences. Ce conflit a pour origine le désir du tsar Nicolas Ier de dépecer un empire ottoman qu'il qualifie d'homme malade de l'Europe. Il est l'inventeur de cette expression. Et après avoir vainement proposé un partage de cet empire ottoman aux Anglais, Nicolas Ier va essayer d'imposer son protectorat au sultan. Devant le refus un peu naturel d'Istanbul de céder, l'armée russe va envahir ce que l'on appelait à l'époque les principautés danubiennes, l'actuelle Roumanie, si vous voulez, la Moldavie et la Valachie, en juillet 1853. Et de ce fait, la Turquie va déclarer la guerre à la Russie en octobre suivant, octobre 1853, et en mars 1854, ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle va être suivie, aidée par l'Angleterre et la France qui, à leur tour, vont entrer en guerre contre la Russie. 10 mois plus tard, de la volonté même de Napoléon III, eh bien, le Piémont entrera à son tour dans la coalition contre le tsar.
Alors, les Alliés vont débarquer dans la presqu'île de Crimée en septembre 1854 avec pour objectif de prendre la principale base militaire et navale des Russes en mer Noire, à savoir le port de Sébastopol. Voilà pourquoi on retient aujourd'hui cette guerre sous le nom de guerre de Crimée. Très rapidement, ce qui va frapper les contemporains, qui va décimer les troupes, bien davantage que les combats, eh bien, c'est le choléra, le typhus, mais également le froid. Il faudra près d'un an pour parvenir à prendre Sébastopol, septembre 1855, et sous la pression des Autrichiens et des Prussiens, pour que le tsar, le nouveau tsar, Nicolas Ier étant mort, donc son fils Alexandre II, qui lui a succédé, se résolve à négocier avec ces vainqueurs de Sébastopol. Alors, il faut dire que le bilan humain de ce premier conflit de l'ère industrielle, je dis de l'ère industrielle car on y utilise pour la première fois des navires cuirassés, on y utilise des obus explosifs, on y utilise le télégraphe et vous aurez également des reporters de guerre dans ce conflit ainsi que des infirmières comme l'infirmière britannique Florence Nightingale, qui se distingueront en aidant les malades. Eh bien, ce bilan humain, disais-je, est extrêmement lourd, puisqu'il fait environ 220 000 morts, dont une petite moitié de Français. Et parce que les Français ont fait le principal effort de guerre, parce que Napoléon III a été en pointe dans la résistance à l'Empire russe, eh bien, c'est à Paris qu'aura lieu dans le nouvel immeuble le nouveau siège du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui a été inauguré quelques mois plus tôt, que se tiendra le congrès de paix. Et je vous l'avais dit dans le cours précédent, ça n'est jamais anodin en fait un lieu où se réunit un congrès, cela marque le rapport de force. Donc Paris, la France reviennent au cœur du concert européen par ce traité qui est signé le 30 mars 1856, qui maintient l'Empire ottoman dans son intégrité. La Russie est la grande perdante de ce congrès, alors que la France en tire un immense prestige. Elle organise, elle préside le congrès, et qui plus est, c'est très noble. Elle ne demande rien pour elle-même. En revanche, elle va demander à ce que les nationalités, la question des nationalités, eh bien, soit posée. Et par ailleurs que les chrétiens de l'Empire ottoman soient protégés. Donc c'est très important parce que cette question des nationalités est posée pour la première fois, et c'est ce que je voudrais vous faire retenir ici, depuis 1815. Malgré les protestations de l'Autriche et de la Turquie, Napoléon III use en effet de son autorité pour que la Moldavie et la Valachie soient placées sous l'égide d'un prince unique, Alexandre Ion Kouja, et que de ce prince unique, à la tête de deux principautés, nous ayons un souverain d'un même royaume. C'est la naissance de la Roumanie en 1861, qui doit sa création à Napoléon III. Napoléon III favorise également par ce congrès de Paris les aspirations du Monténégro et de la Serbie. En 1860-1861, il organise une expédition par ailleurs pour rétablir l'ordre en Syrie, où les chrétiens sont massacrés par les musulmans. Enfin, il apporte un soutien déterminant à Ferdinand de Lesseps pour qu'il puisse percer, dans ces années-là, le canal de Suez, en permettant ainsi de se rendre d'Europe en Asie, sans contourner l'Afrique. Canal qui sera inauguré, on le dira dans un prochain cours de façon détaillée, en 1869, et qui va redonner à la Méditerranée une importance qu'elle avait perdue depuis le XVIe siècle, pour le plus grand profit de la France, qui est très présente en fait dans la région. Alors, deuxième temps de cette dernière partie du cours, vers les unités italiennes et allemandes. Et je vais faire, si vous voulez, pour que vous repériez bien, deux paragraphes dans ce point numéro 2, l'Italie d'une part, l'Allemagne de l'autre. Alors, la cause italienne, vous vous en souvenez, avait beaucoup progressé en 1848, mais l'échec cinglant en fait de Charles Albert
en 1849 à Novare, la défaite perdue contre les Autrichiens, l'avait amené à abdiquer sur le champ de bataille en faveur de son fils Victor Emmanuel. Eh bien, en 1852, ce roi de Piémont, Victor Emmanuel, nomme à la présidence du Conseil Cavour. Alors Cavour, ça n'est pas anodin, c'est un journaliste piémontais de culture française, sa mère est française, il parle parfaitement français, et qui était en fait à Turin le rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Il Risorgimento. Alors là, vous comprenez mieux l'ambition politique de Cavour, hein, c'est libérer la péninsule italienne des Autrichiens et de créer une fédération italienne sous l'égide, sous la direction de son roi. Et dans ce but, eh bien, il va faire du Piémont un État fort. Par ailleurs, la capitale du Piémont, Turin, devient le centre d'accueil de tous les patriotes italiens persécutés. Mais Cavour est aussi persuadé que le soutien étranger, pour y parvenir, est indispensable au Piémont. Telle est la raison de la participation des Piémontais à la guerre de Crimée, que j'évoquais tout à l'heure, aux côtés des Français et des Anglais. Napoléon III est d'ailleurs décidé à agir en faveur de l'Italie, pays qui lui est cher et où il compte de nombreux amis, de nombreux parents. La France et le Piémont entrent en guerre contre l'Autriche en 1859 et en sortent victorieux après 2 batailles. La bataille de Magenta du 4 juin 1859 et la bataille de Solferino le 24 juin suivant. Napoléon III, en revanche, craint une extension du conflit et il est horrifié par les pertes de ses armées sur ces champs de bataille que je viens de vous évoquer, et il va offrir très rapidement une paix à François-Joseph et à l'Autriche. Le Piémont va recevoir au lendemain de cette guerre écourtée la Lombardie, mais elle se sentira brimée, frustrée, elle ne recevra pas la Vénétie qu'elle attendait également, et Cavour, très mécontent, le fera savoir à la face de l'Europe et démissionnera. Il agitera avec le Piémont d'ailleurs toute l'Italie centrale qui finira par se soulever contre les princes qui la dominaient et qui proclameront ces Italiens centraux, eh bien, je pense au duché de Parme, je pense au duché de Modène, je pense au grand-duché de Toscane, qui proclameront successivement leur rattachement au Piémont. Et moyennant, parce que Napoléon III a laissé faire, il n'a pas agi positivement pour ces étapes successives de l'unification, mais en revanche, il les a laissés faire. Il aurait voulu les entraver, elles n'auraient jamais pu aboutir, car il était très puissant. Eh bien, moyennant en contrepartie de son laisser-faire, comme il le disait lui-même, la cession de la Savoie et de Nice, qui deviennent en 1860 français, créant ainsi 3 nouveaux départements. Pour le comté de Nice, le département des Alpes-Maritimes, puisqu'on ajoutera, c'était trop petit pour créer un département, l'arrondissement de Grasse détaché du Var, de manière à créer ce nouveau département. Et puis, pour le duché de Savoie, qui dépendait du royaume de Piémont-Sardaigne, la dynastie piémontaise était même originaire de Savoie, eh bien 2 nouveaux départements, car là la Savoie est beaucoup plus grosse, le département de la Savoie et le département de la Haute-Savoie. Donc vous avez ces nouveaux départements qui sont créés. Eh bien le royaume de Piémont va continuer avec la bénédiction dans un premier temps de Napoléon III à faire son unification. En 1860, ce sont les populations du royaume de Naples qui se soulèvent à leur tour, aidées par les Garibaldiens, les chemises rouges garibaldiennes, et qui vont renverser leur roi. La Sicile est conquise par Garibaldi, Naples également, et à Naples, Garibaldi donnera la main à Victor Emmanuel. Tout républicain qu'est Garibaldi, il acceptera au nom du patriotisme italien, que Victor Emmanuel devienne roi d'une nouvelle Italie, et puis arracher aux États pontificaux les Marches et l'Ombrie, qui voteront à leur tour leur attachement. Et en mars 1861, eh bien, un parlement italien réuni à Turin proclamera Victor Emmanuel roi d'Italie par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, dit la formule. Alors que Cavour
a vu un certain nombre de ces étapes, mais usé et mort en juin, eh bien, le royaume de Piémont, peuplé initialement de seulement 5 millions d'habitants à la veille de la guerre de 1859, s'est transformé, vous le voyez 2 ans plus tard, en un royaume d'Italie qui comprend 22 millions d'habitants, 4 fois et demi plus. Alors, l'unité nationale italienne n'en est pas complète pour autant. Les troupes françaises protègent les États pontificaux, il faut le savoir, et les Autrichiens possèdent encore la Vénétie. Passons maintenant à l'Allemagne. Vous vous souvenez de la fameuse reculade d'Olmütz du roi de Prusse contre l'empereur d'Autriche en 1800, face à l'empereur d'Autriche en 1850. Eh bien, la Prusse connaîtra 10 années d'abaissement, mais elle prépare déjà sa revanche. Elle bénéficie d'un dynamisme démographique absolument incroyable et d'une croissance économique très spectaculaire. Elle dispose des 4/5 du potentiel industriel de toute l'Allemagne, pour vous donner une idée. Et en septembre 1862, et c'est tout à fait fondamental comme date, le roi de Prusse, Guillaume Ier, va appeler un diplomate, son premier diplomate en Europe, en fait, Bismarck, qui avait été successivement son représentant à Saint-Pétersbourg, auprès de la Diète de Francfort, donc au Deutscher Bund, et également à Paris, eh bien, il l'appelle pour devenir son ministre-président, c'est-à-dire son principal ministre. Et dès son premier discours ministériel, devant le Landtag de Prusse, son discours, on va dire, de politique générale, eh bien, le nouveau homme fort de la Prusse, le nouvel homme fort de la Prusse, Bismarck, pose les choses, je le cite, « Ce n'est pas par des discours et des votes que les grandes questions de notre temps seront résolues, comme on l'a cru à tort en 1848-1849, dit-il, mais par le fer et par le sang. Il deviendra le chancelier de fer, c'est-à-dire celui qui est prêt à tout, y compris des guerres, pour réaliser l'unité allemande au profit de la Prusse. » Et il va s'y atteler en plusieurs étapes, en chassant tout d'abord l'Autriche de l'Allemagne, et pour ce faire, en s'assurant la bienveillance de Napoléon III, ainsi que celle d'Alexandre II. Il conclura d'ailleurs une alliance avec le jeune royaume d'Italie. Pour ce faire, une guerre avec le Danemark en 1864-65, et puis en 1866, une guerre contre l'Autriche, que toute l'Europe s'imagine longue et gagnée par l'Autriche, il n'en est rien. Une bataille fera cette guerre, et cette bataille sera gagnée par la Prusse. Alors c'est l'une des dates les plus importantes du XIXe siècle, et l'une des 3 grandes batailles de ce siècle. Vous avez Waterloo le 18 juin 1815, vous aurez Sedan les 1er et 2 septembre 1870, et entre les deux, vous avez cette bataille de Sadova du 3 juillet 1866. Par la paix qui suit, la Prusse va annexer en fait de nombreux territoires et former désormais un État d'un seul tenant, de la France à la Russie, imaginez dans le nord de l'Allemagne. Elle va constituer autour d'elle une confédération de l'Allemagne du Nord sur les ruines de la confédération germanique, du Deutscher Bund, avec les 22 États allemands situés au nord du fleuve Main. Et la présidence en est confiée, la présidence de cette confédération de l'Allemagne du Nord en est confiée au roi de Prusse, et le mot apparaît à ce moment-là, le ministre-président de Prusse, Bismarck, devient le chancelier de la confédération de l'Allemagne du Nord. C'est vous dire l'importance qu'a pris désormais la Prusse dans cette nouvelle construction. Tout en restant en dehors de cette confédération de l'Allemagne du Nord, les États du Sud rétifs, je pense au Wurtemberg, je pense au Bade, je pense au Hesse-Darmstadt et je pense bien évidemment à la Bavière, dont la plupart sont des États catholiques et qui craignent la Prusse, vont constituer une autre confédération au sud du Main que l'on appelle la Confédération de l'Allemagne du Sud. Mais, et ça va être tout l'art de Bismarck, eh bien, ils ne vont pas moins en conclure une alliance défensive avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui dit la chose suivante: si, Allemands du Nord, vous êtes agressifs à l'égard d'une tierce puissance, et suivez mon regard, la France, nous n'interviendrons pas en guerre à votre côté. En revanche,
si la France entre en guerre contre vous, au nom de la solidarité allemande, nous volerons à votre secours. Et tout l'art de Bismarck va être de s'ingénier au cours des années suivantes à se faire déclarer la guerre par la France pour que la France soit l'agresseur et que donc les Allemands du Sud entrent en guerre aux côtés des Allemands du Nord et ainsi réaliser, à la faveur d'une guerre qu'il espère victorieuse, l'unité de toute l'Allemagne. Mais avant d'aborder dans une dernière sous-partie ce point, il me faut vous donner les deux dernières conséquences de Sadova et de cette guerre austro-prussienne de 1866. La première d'entre elles, c'est que comme l'Italie est entrée en guerre du côté de la Prusse, elle va recevoir pour prix de la victoire la Vénétie, arrachée à l'Autriche, qui donc est très handicapée doublement, vous le voyez, la perte de l'Allemagne d'un côté, la perte de la Vénétie de l'autre, par sa défaite. Ajoutez-y le fait que les populations de l'Empire d'Autriche revendiquent maintenant, puisqu'ils profitent de la faiblesse des Autrichiens, la nation dominante, et ce sont les Hongrois, en fait, qui vont le plus profiter de la situation, puisque, en fait, en 1867, à la faveur d'un compromis, l'Ausgleich, eh bien, l'Empire d'Autriche devient désormais l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire que nous avons une monarchie bicéphale, l'aigle à deux têtes, l'empereur d'Autriche est roi de Hongrie, et il va déléguer en fait aux Hongrois la domination des peuples slaves situés de l'autre côté de la rivière l'Eta, du côté de la Translétanie, hein, comme on l'appelait, sous domination donc hongroise. Donc vous voyez un triple affaiblissement de l'Autriche. Alors l'autre grande perdante de Sadova, c'est la France, qui a laissé faire, et les yeux de Napoléon III s'ouvrent en grand devant, je dirais, l'erreur qui a été commise. Et l'opinion publique française est très mécontente, et pour l'apaiser, elle s'émeut beaucoup du renversement de la Prusse. Eh bien, Napoléon III va demander des compensations territoriales à Bismarck, en particulier en Rhénanie, mais également le Luxembourg, mais également la Belgique. Le chancelier refusera d'accorder ce qu'il appelle dédaigneusement des pourboires, et il ira même au-delà, puisqu'il gardera secrètement toutes les preuves des exigences françaises en Belgique et au Luxembourg, et il ressortira au moment opportun pour montrer la duplicité de l'empereur Napoléon III, eh bien, ces éléments à charge contre la France. Alors je vous le disais, Bismarck maintenant n'a plus qu'une ambition, c'est de déclencher une guerre contre l'ennemi héréditaire de la France depuis les guerres napoléoniennes du début du siècle, qui lui permettra de parachever l'unification allemande, de cimenter l'unité nationale. Il ne veut pas un État totalement unitaire, parce qu'il ne veut pas que se dissolve dans cet ensemble la spécificité prussienne. En revanche, il veut un État fédéral dans lequel la Prusse, Berlin, dominerait les autres Allemands. Et il va s'y ingénier. Je termine cette troisième partie et notre cours avec cet élément au travers d'une guerre, la guerre de 1870, dont il me faut maintenant examiner avec vous quelques éléments et ses conséquences, en tout cas pour la partie impériale de cette guerre. Alors en fait, c'est l'affaire de la succession d'Espagne qui va provoquer la guerre, donner à Bismarck l'élément dont il a besoin. Je remonte un tout petit peu en arrière. La reine d'Espagne, Isabelle, qui gouvernait mal son pays selon une majorité d'Espagnols, avait été chassée du trône. Elle s'était réfugiée en France, et le gouvernement provisoire à Madrid cherchait un nouveau souverain pour lui succéder. La couronne, dans un premier temps, a été proposée à un prince des Orléans, un fils de Louis-Philippe, mais Napoléon III détestait les Orléans, et il s'est opposé, pour le plus grand malheur de la France, vous allez le voir dans un instant, à cette solution. Et Bismarck en a profité. Il a proposé, lui, que ça soit le prince Léopold de Hohenzollern, le cousin éloigné du roi de Prusse, qui monte sur le trône de Madrid. Bien évidemment, il a une idée derrière la tête. Il sait que les Français refuseront de se voir encerclés comme ils avaient pu l'être à l'époque de Charles Quint,
au XVIe siècle, ils refuseront de voir, si vous voulez, cette fois-ci, dans cette nouvelle configuration, alors là, ce ne sont plus les Habsbourg, ce sont les Hohenzollern, mais un Hohenzollern sur le Rhin, donc là c'est le roi de Prusse, et un Hohenzollern, son cousin Léopold, à Madrid. Et donc, si vous voulez, la France va refuser cette alternative lorsque elle va être dévoilée début juillet. Il va y avoir, et je vous en épargne les détails, tout un tas de tergiversations qui vont faire qu'au bout du compte, Léopold, ne voulant pas, et son père non plus, être les fauteurs d'une guerre européenne, vont se désengager. À ce moment-là, Bismarck a tout perdu, puisqu'il voit que toute son œuvre s'effondre comme un château de cartes. Il est sur le point de démissionner. Oui, mais voilà, ce sont les Français qui commettent l'erreur, puisqu'ils reviennent à la charge, ils veulent obtenir des garanties pour que plus jamais cela ne se reproduise. Et le roi de Prusse refuse l'humiliation d'une renonciation définitive. Et ça va être tout l'art de Bismarck, c'est l'épisode qu'on a retenu dans l'histoire sous le nom de Dépêche d'Ems. Il va transformer un refus poli de son roi en une humiliation pour la France, en faisant envoyer dans toutes les chancelleries européennes un télégramme qui humilie littéralement les Français et qui dit la chose suivante. L'ambassadeur de France, le comte Benedetti, étant revenu une nouvelle fois à la charge pour exiger une renonciation définitive des Hohenzollern au trône d'Espagne, le roi de Prusse l'a fait congédier par un aide de camp de service. Alors, ça ne modifie pas le fond, si vous voulez, mais la formulation bismarckienne fait que la France se sent humiliée. Immédiatement, Napoléon III et son ministre des Affaires étrangères vont demander des crédits de guerre au corps législatif, qui va les accorder. Et le 19 juillet, Bismarck obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire que Paris déclare la guerre à Berlin. Face à la Prusse, qui est unanimement considérée comme la victime et qui reçoit de ce fait, en vertu des accords que je vous évoquais tout à l'heure, le soutien de toute l'Allemagne, la France va se retrouver isolée. L'Angleterre même lui est hostile, puisqu'elle va apprendre par la divulgation par Bismarck dans le Times des accords secrets, de la volonté de Napoléon III d'obtenir la Belgique, je vous en parlais tout à l'heure. Le tsar également va reprocher à Napoléon III de ne pas l'avoir soutenu dans la répression de la Pologne qu'il avait menée quelques années plus tôt. Quant à l'Autriche et l'Italie, qui auraient tout un intérêt à entrer aux côtés de la France en guerre contre la Prusse, ils vont attendre pour voir comment la guerre va tourner. Les Français sont confiants car ils ont gagné la guerre d'Italie, ils ont mené à bien plusieurs expéditions lointaines, mais ils n'ont pas mené en fait depuis 1859 une guerre sur le sol européen. Là où l'armée prussienne s'est distinguée dans la guerre du Danemark, d'une part, la guerre des duchés comme on l'appelle, et la guerre contre l'Autriche. Une armée française moins nombreuse, moins bien équipée, et surtout moins bien commandée, pour laquelle les défaites vont s'enchaîner extrêmement rapidement. Et je vous épargne bien sûr les détails de cette guerre, elle n'est pas dans votre programme. Ce qu'il faut que vous en reteniez, c'est que Napoléon III commande lui-même son armée, et le 1er septembre, en personne, à la tête de ses 130 000 hommes, il va se faire encercler dans la cuvette de Sedan. Et pour éviter un massacre, il va capituler devant l'ennemi, il va se retrouver prisonnier, et quand les Parisiens vont, quelques heures plus tard, apprendre la nouvelle, ils vont organiser une révolution, la révolution du 4 septembre 1870, qui va renverser le Second Empire au profit de la République. Mais je termine avec cela. La République qui va succéder à l'Empire ne va pas parvenir à redresser la situation militaire et l'Allemagne va, comme je vous le disais, comme le voulait Bismarck, profiter de la guerre pour réaliser son unité. Dès novembre, les États allemands du sud du Main adhèrent en effet à la Confédération de l'Allemagne du Nord, les uns après les autres, qui va prendre dans la galerie des glaces du Palais de Versailles le 18 janvier 1871 le nom de Empire allemand, avec à sa tête, acclamé par les autres souverains, Guillaume Ier qui reçoit la couronne impériale. Alors,
Petite incise, hein, c'est un État qui est un État fédéral. Vous avez toujours un royaume de Bavière, vous avez toujours d'autres États au sein de cet empire allemand, et encore en 1914, il ne faut pas l'oublier. Mais vous avez la construction de cet empire allemand. Et de son côté, le royaume d'Italie va profiter du départ des troupes françaises qui protégeaient le pape à Rome pour s'emparer de la ville éternelle et un an plus tard, en 1871, pour en faire sa capitale au terme d'un plébiscite qui est organisé à ce moment-là. Le pape Pie IX se considérera dès lors prisonnier au Vatican. Quant à la Russie, elle profite de la défaite française pour obtenir la dénonciation du traité de Paris qui neutralisait la mer Noire. Alors vous voyez combien, sorti de cette guerre de 1870, vous avez une nouvelle Europe. C'est véritablement une nouvelle carte de l'Europe qui accouche de la guerre de 1870. Elle n'a plus rien à voir avec celle de 1815.